The rock world continues to mourn the loss of the legendary Eddie Van Halen, the guitarist of the band that shares his name. Van Halen, they broke records. They are one of the most iconic rock bands of all time, and he completely changed the landscape of guitar playing, and as such, you are seeing a lot of tributes coming in. Now we have a tribute from none other than Ozzy Osbourne, the Prince of Darkness himself. Et rien ne me fait tomber. Tu le prends dur. J'ai vu plus dur que ça. Et j'essaye. Baby, comment tu te sens? Tu dois accepter les coups pour arriver à ce qui est réel. À moi, tu vas rester ici, j'ai le dos appuyé contre le tour de 10. Tout ce que t'as vu, je suis pas le pire. À moi, tu passes ce que je veux dire. Ah, autant sauter, saute. Autant sauter. Vas-y et saute, saute. Vas-y et saute. Mardi soir dernier. qui commence déjà. Ah bah oui. Bon. Obligatoirement. Mardi soir dernier donc, 20h30. Mes enfants enfin couchés. En attendant que commence Maison à vendre sur M6. Oui. Je prends mon téléphone. Je vais sur la page de Tits et cherche à mettre un truc rigolo. Comme dans la journée, j'avais écouté One de Metallica et que ça m'avait passablement énervé, je tente un statut du genre « Hey, 2020, ça fait longtemps qu'un musicien célèbre n'est pas décédé, ça manque ?» Axel, Lars, Trent. Je me dis « Allez, c'est marrant, c'est dans l'esprit Tits de s'acharner pour se marier et de toujours mettre les mêmes têtes de Turcs. » Et littéralement 20 minutes plus tard, alors que Stéphane Plaza est à Saint-Pierre-du-Perret dans le 91 pour aider à déménager une famille dont, et ceci est véridique, dont l'ado batteur a un poster de Five Finger Death Punch dans sa chambre, je te jure c'est vrai, je reçois des dizaines de notifications me disant que je suis Nostradamus. Putain, on a tué Van Halen, le Hollandais volant, celui dont le nom signifie Édouard de la va chercher. Oui, parce que les traductions Facebook c'est va chercher. À chaque fois c'était Eddie va chercher. Eddie de la va chercher, parce qu'il y a une particule. Eddie de la va chercher vient de passer la guitare à gauche. Ouais. Van Halen. Difficile d'être méchant avec le gars. C'est pas franchement un artiste que j'écoute, mais les deux premiers albums sont quand même vachement dingues. Et puis tout de suite, j'ai une pensée émue pour tous les supporters de l'OM de mon entourage. Zolive, Jean Nécro, PA. Tous ces gens qui ont le cœur bleu ciel et qui vont droit aux putes. Alors que dimanche dernier, Paranoid avait résonné 7 fois à Aston Villa, puisqu'après chacun des buts qu'ils ont passés à Liverpool, il y a Paranoid qui résonne dans le stade. Et ouais, c'est pour ça qu'Aston Villa est un super club. Par 7 fois, ça a fait Gizé Geezer. Jump de Van Halen résonnera différemment lorsque les joueurs de l'OM rentreront au stade Vélodrome. Alors Eddie, The Riffing Dutchman, l'homme au torse galbre et au cancer irréprochable, reste en paix. Ton héritage sera probablement souillé un jour par Tits, mais pas tout de suite. Bah c'est quand même le mec qui a condensé tous les années 80 en un album. Hein. Ah, c'est clair. On va pas se mentir. Et en album en 78. Ah, oui, en plus c'est ça. C'est-à-dire que lui, il a plié les années 80 en 78. Il a dit maintenant vous avez 10 ans, je vous laisse. Moi j'ai fait mon taf. Oui, Eddie qui a lancé aussi la carrière de notre ami Devin Townsend, figure-toi. Ah ouais? Non. Eddie qui a lancé la carrière de Castaner. Non, mais attends, il a presque sauvé à un moment Black Sabbath. Il a fait une énorme tournée avec Alice in Chains. Avant de sauver Black Sabbath, il les a enfoncés. Voilà. Malgré alors, on en parlait tout à l'heure avec Benjamin en mangeant notre poulpe. Ah, les salauds. Il y a un truc rigolo. Enfin, un truc rigolo. Tu sais qu'aux États-Unis, quand on dit que t'as un cancer, que t'as un peu quelqu'un, t'as tout de suite des avocats qui viennent et qui disent il faut attaquer quelqu'un. Ton cancer, il a sûrement une origine. Mais ça arrive tout le temps, pour tout n'importe quoi. Et quand il a eu son cancer de la gorge, notre ami Eddie Van Halen, il y a des avocats qui vont son nul, il faut attaquer
mais il y a plein de photos où tu as un Mediator dans la bouche quand tu joues et tu tiens le Mediator avec tes lèvres. Faut attaquer la boîte de Mediator, c'est Dunlop. Non. Donc ils ont mis une fortune pour attaquer la boîte. Je crois que c'est Jim Dunlop, son sponsor. Et donc il a fait un communiqué comme quoi il y avait eu son cancer de la gorge à cause des Mediators qu'il mettait dans la bouche. Alors, autant te dire que après quelques études scientifiques, donc ça s'est complètement foiré ce truc-là. Donc il a pas du tout. Oui, alors, il a pas à côté, Michael Douglas et Charlie Sheen a eu le sida, mais Michael Douglas, il a eu le cancer aussi de la gorge, dans le cancer de la langue. Et lui, parce qu'il a dit qu'il léchait trop de chattes. Alors, tu vois, il y a quand même, mais tu peux pas attaquer les chattes, tu vois, tu peux pas attaquer les femmes. Est-ce qu'il a porté plainte contre une animalerie ou je sais pas. Donc Eddie Van Halen, c'est complètement foiré avec ses Mediators. Mais le cancer de la gorge, en plus, on en parlait, notre ami, j'en reviens, Gareth Donnell de Planet Mistaken for Stars, qui est en pleine chimio. Ouais. Moi, c'est le cancer qui me gâte le plus, hein, tu sais. C'est vrai. Ouais, c'est pas à cause des chattes, mon gars. C'est à cause des Mediators que je mets dans les chattes. Je pourrais les attaquer. C'est toutes les femmes à qui j'ai mis des Mediators dans les vagins et qu'après j'ai léché. Comme quoi j'ai le combo, tu vois. Chérie, bouge pas, je vais te faire un truc. Mais qu'est-ce que c'est froid? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un Mediator. Ça, je pourrais tomber sur Jim Dunlop, vous voyez. C'était bien les Mediators. Donc ouais, Eddie, ce n'est pas les Mediators qui ont ruiné ta gorge, mon pauvre. Non, c'est... Bon, on sait pas, on sait pas. C'est pas. Voilà. Les notes de guitare, je ne sais pas. Il a tourné avec Michael Jackson. Je pense T'as un lien entre Michael Jackson et sa gorge, toi? J'ai ma petite idée. Donc oui, on se penchera un peu tous, mais comme tu disais, fallait vraiment tenir dans les années 80. Van Halen, c'est toujours le mec qui était... qui était là suspendu, que tel un Jésus au-dessus de ton lit, quoi. C'est la musique dans Retour vers le futur quand il fout son Walkman avec voilà. C'est le guitar héros, c'est le mec qui a popularisé plus ou moins la guitare heavy hard rock avec en la foutant longtemps avec Michael Jackson et plein d'autres trucs. Donc oui, on pourra en parler un jour. Après, il faudra vraiment qu'on pioche dans la discographie parce qu'il y a quand même eu des choses un peu. Faut qu'on se fasse aider déjà, qu'on fasse venir un mec avec sa foot que tout écouter, genre Mathieu David, tu vois, qui dit non, je t'assure, l'album de 96, il a un intérêt, ouais, on te croit, bien sûr. Et avant de passer au groupe du jour, moi ce que je te propose, c'est que quand on le fera, on mâchera tous des Mediators Jim Dunlop et qu'à la fin, on fasse un test pour voir. Voilà. Écoute, moi le seul Mediator que j'ai, c'est un que j'ai récupéré de Mad Pike d'Iron Fire. J'ai pas besoin de le mettre dans la bouche pour avoir un cancer. Hein. À mon avis, il en a joué avec l'orteil, tu vois, c'est pour te dire. Donc voilà, chapeau l'artiste. Hein. Bravo, merci pour tout. Et puis m'en fous quoi. Après, non, le problème en fait, moi j'ai jamais vraiment écouté Van Halen. Enfin, je m'y mette. Le problème c'est tous les guitar héros qu'il y a eu derrière quoi. Et tout ça m'a fatigué. Et, on en reparle dans 15 jours d'ailleurs avec un guitar héros sur le mini-tits. C'est ça qui m'a saoulé, qui m'a fait être un peu loin. Moi, le démonstratif, ça me saoule. Mais après, pour avoir ce que j'ai écouté des deux premiers albums, franchement, ça vaut le coup. J'ai essayé de faire un lien entre Van Halen et notre sujet du jour, donc Mastodon. J'ai pas trouvé. Parce que Mastodon, alors, c'est pas, on est un peu loin de Van Halen. Hein. Alors, il y a quand même un côté un petit peu branlette. Il y a de la guitare. Il y a de la guitare. Après, en fait, ils ont rien mis sur les réseaux sociaux. Je voulais me pencher sur Twitter. Tel mec a dit que ils sont pas obligés de. Non, ils sont pas obligés. Par contre, en matant des reportages sur Mastodon, ils ont fait beaucoup de making of et compagnie. Le batteur dans son studio, Brian Taylor, il a une peau de batterie avec Van Halen dessus. Alors attends, parce que sa batterie, c'est un hommage à Randy Rhoads, la batterie de Brian Taylor. C'est peut-être Randy Rhoads. C'est la batterie un mec avec le torse nu, c'est peut-être Randy Rhoads. Voilà. Ça commence, on n'a même pas fait 30 secondes que tu te gourres déjà. Putain. Mais Randy Rhoads, c'est pas les mêmes. C'est sa batterie, c'est la batterie à poids. Et c'était la guitare de Randy Rhoads, c'est Jackson à poids, quoi. Non, mais il a c'est un fan absolu de Randy Rhoads. Alors je vérifierai. Qui était guitariste. Randy Rhoads, c'est guitariste. Alors, je vérifierai, mais je crois que c'est Van Halen. Sur la peau, je crois que c'est Van Halen. Je vérifie. Je demande à quelqu'un qui a que sa foot. Je pense que c'est Randy Rhoads. Dès que je suis dans ma bagnole ce soir, je vérifie. Bon, j'ai vérifié, c'est Randy Rhoads. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu baises ma frangine. Moi je suis dans le poulet. Eh ben je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Mastodon donc.
Le choix du prince, le choix de Sam. C'est peut-être la première fois qu'on annonce un titre, c'est qu'on le fait. Ouais. D'habitude, on dit ouais, on fera tel ou tel truc et puis on fait autre chose. Ouais. Là, on l'a dit, le mois d'après, c'est fait. Putain, je suis respect. Puis voilà, ils arrivent à un moment où on peut faire le bilan, je pense. On peut commencer à faire le bilan calmement parce qu'ils en sont à 7 albums studio. Voilà, donc je pense qu'on peut. On peut faire un aisément. Moi, je les ai eu plein de fois en live, en tout cas. Bon, une fois, mais c'est déjà bien. Voilà, et puis ça pèse, il pèse dans le game. Oui, je pense que c'est un groupe qui pèse. D'ailleurs, on conclura là-dessus, sur le poids d'un Mastodon. Petite définition de Mastodon. Oh oui, vas-y. Mastodon est un réseau social et un logiciel de microblog auto-hébergé, libre, distribué et ascentré... Non, pardon. Non, mais c'est ce que je sais pas si tu savais, mais et d'ailleurs, il a été conçu à l'origine par l'allemand Eugen Rocco, le logiciel Mastodon. Le fameux Eugen Rocco. Les Allemands, bien sûr les Allemands. Mais oui, les Allemands. Pour la faire courte, tous ceux qui nous connaissent, je pense, connaissent Mastodon. Donc on va pas en faire la bio, mais par contre, on peut dire que c'est un groupe qui est à la fois capable de publier des chefs-d'œuvre, d'avoir un guitariste avec une queue de rat dans la nuque, un groupe qui headlinera probablement le Hellfest dans les prochaines années, si le Hellfest a de nouveau lieu un jour, tout en jouant une musique à la fois facile et compliquée. Enfin facile, une musique facile à écouter mais en même temps compliquée. C'est l'histoire d'un groupe qui apparaît dans Game of Thrones, dont le guitariste a réalisé involontairement le rêve de tout à chacun en frappant un des mecs de System of a Down. Ouais. Bref, bravo. Bref, Mastodon, c'est un groupe qui mérite un beau titre. Et c'est l'un des groupes qui s'est fait. Tu as pas fini, excuse-moi. Oui, c'est t'as fini, non. Vas-y, c'est le moment de dire quelque chose. C'est surtout l'un des groupes qui s'est fait inviter pour recevoir leur. Ils sont nominés au Grammy, ouais. Et ils sont virés de la cérémonie parce que ils sont sous LSD. Déjà, il arrive sous LSD habillé en joueur de baseball en tirant un sac rempli de billets. Non, c'est clair que c'est. Il se fait jarter de sa propre de la cérémonie pour laquelle il est invité. Quand même. Et donc justement, c'est à la sortie de cette cérémonie où ils sont dans une soirée, une pool party comme on dit. Une poulpe party. Une poulpe party comme on fait à la Luna Rossa de Romainville. C'est notre nouveau sponsor. Luna Rossa sponsorise Tits. Bon, il était complètement bourré sous LSD au bord d'une piscine. Il faisait tourner un t-shirt mouillé au-dessus de sa tête et il a slappé avec son t-shirt un pote d'Avo, je crois, d'Avo Kardashian, enfin le mec de System. Et donc Chavo Karaboudjan a répliqué en lui mettant une droite. Chavo Karaboudjan. Et la tête de Brett Hinds du coup a heurté le mur. Il a fait 5 jours de coma quand même. Mais il a mis une droite. Enfin, il a fouetté plutôt avec son t-shirt. C'est tout ce qu'il mérite. Moi, si un jour je croise ces mecs-là, je les fouette avec un t-shirt. Moi, j'ai toujours un torchon sur moi mouillé. Un torchon de cuisine, mon gars. Dès que je suis dans un quartier arménien, d'ailleurs, on embrasse l'Arménie qui en ce moment va pas fort. Ça part dans tout. Et eux, c'est pas le Covid. Non. Alors, l'histoire de Mastodon commence un peu à Birmingham. Un peu. Mais à Birmingham, en Alabama. Oui. L'endroit où se morfond Brett Hinds, donc tout seul dans son coin. Et un jour, il se rend à Atlanta pour un concert de Van Halen. Iron Fire. C'est un concert. Tu m'as eu. Pardon, je pensais que tu le savais. C'est un concert d'Iron Fire que Brett Hinds rencontre les autres futurs membres de Mastodon. Brett Hinds était déjà un petit nom dans son petit milieu parce qu'il jouait du banjo, figure-toi, mais extrêmement bien. Ouais. C'est un grand joueur de banjo. On en reparlera plus tard. Tu vois dans Délivrance, d'ailleurs. Il est sur un petit banc. Il est enfant. Un enfant star dans Délivrance. Et donc, dans les gens qu'il rencontre, il y a 2 anciens de Today's the Day. Today's the Day. Aujourd'hui, c'est le jour. Et qui sera un titre de James Bond, mon pote. Demain ne peut mourir jamais. Voir Today's the Day. Demain peut attendre de mourir jamais. Voilà. Peut-être. On embrasse James Bond. Donc voilà, 2 mecs de Today's Day, c'est vrai que ça part en couille. Et donc il y a un autre mec qui s'appelle Troy Sanders. Et Troy Sanders, c'est le vrai mec sympa du groupe, quoi. Moi je l'adore. Et donc Troy Sanders, en tant que mec sympa et humaniste, file son adresse et son numéro de téléphone à Brent Hinds en lui disant si tu repasses dans le coin, on fera un groupe. 2 jours plus tard, qu'est-ce que fait Brent Hinds? Il arrive avec sa caravane et s'installe dans les jardins du gars, dans l'allée, tu vois. Tu m'as dit de venir, je suis venu. Alabama style, mon gars. À l'Alabama, mon gars. Alabama, man. Et puis l'autre, il est sympa, donc il décide de faire un groupe ensemble avec les 2 mecs de Today's the Day et ainsi naît Mastodon.
Pourquoi Mastodon, allez-vous me demander? Oh oui. Bah parce que Brent Keane, il a un tatouage de genre de gros mammouth sur le bras et ça les a fait rigoler. Oh, it's a huge Mastodon. Mastodon is a good name for a band. Let's play with the name Mastodon. Et hop, c'est parti. Voilà. Mastodon, on n'est pas loin de la success story. Hein. Ça va quand même très très vite. En même temps, je pense que quand tu te rencontres au concert d'un Toeless God, le Toeless God, c'est le dieu sans orteils. Ah oui, Matt Pike. Forcément, tu pars comme il faut, quoi. Alors du coup, ça commence sludge, très sludge. Ça commence gras, ouais. Très sludge avec un chanteur, monsieur. Ah, et au tout début, en dehors de ces 4 mecs-là, il y avait un chanteur. Vous pouvez trouver des vidéos sur Internet, sur YouTube, où il joue pour Relapse d'ailleurs, un truc de Relapse. Et il y a le chanteur. Et qui était un peu la 16, du coup ça sonne un peu plus sludge, mais vraiment plus agressif, et plus agressif hardcore. Ouais. Et ce chanteur, je crois, je sais pas s'il est mort d'une overdose, je crois qu'il meurt. Hein. Il s'en va pour des raisons personnelles, je sais pas. La mort. Il s'en va pour des raisons personnelles. La mort. Écoutez, je vais pas pouvoir rester dans le goût. T'es vraiment un lâcheur. Non, parce que je suis mort. Je suis en train de mourir là littéralement, je fais un AVC. Ah bon, ok alors. Oui, mais tu fais le prochain concert. Il s'appelait Eric Sanner, voilà. Eh ben écoute, voilà. Nick Sanner. Et espérons si quelqu'un de ses nouvelles, n'hésitez pas à nous rappeler. Alors, espérons qu'il est mort du coup après tout ce qu'on a dit. Hein. Si t'es pas mort, fais un mail, mais bon. Hi. Bonjour, ici Eric Sanner, j'ai été premier chanteur de Mastodon. Je vous appelle pour dire à Sam, je suis pas mort du tout. Je suis bien vivant, je vais bien et j'espère que vous aussi allez bien avec la situation Covid de Trump et Love Your Boots and In the Kitchen, The Bag with Brian. Donc oui, et donc Eric Sanner s'en va et là... De casse propose à eux reprendre un nouveau chanteur. Ouais. Ils ont dit bah non, fait chier, finalement on gagne plus d'argent. À 4 c'est mieux. À 4 c'est mieux. Mais qui va chanter? Ouais. Alors au début c'est Troy qui s'y colle. C'est Troy qui s'y colle parce que c'est Troy est le plus fanfaron et le plus sympa. Et puis au début ça jouait vraiment des trucs très techniques à la gratte et du coup c'était impossible pour Brent et l'autre connard. Pour Brent de chanter. Et il y a quand même Brian Taylor qui dit les copains, moi je suis là. Mais toi, tu joues de la batterie, donc non. Et, on y viendra plus tard. Ouais, mais moi j'aime bien Phil Collins. c'est ça. Ne grille pas les cartouches avant. Si oui, ok, bah reste quand même derrière ta batterie. Donc, en effet, c'est Troy. Au début, c'est Troy qui chante, ouais. Vraiment, on va dire, ils vont rajouter quasiment un chanteur par album. Ah oui. On est un peu si voilà, mais au début c'est Troy. Et donc, sort une démo qui est déjà en soi très cool. Et sort Rémission, un album qu'aurait bien aimé écouter Van Halen. Du coup, si tu me l'as en volé. 2002, pardon. Tu me l'as volé. Alors, Rémission, j'ai connu Mastodon tout de suite, dès la sortie, parce que en fait. C'est l'un des groupes, enfin c'est à ce niveau-là, ça c'est incroyable parce qu'ils sont sur Relapse à l'époque, si je me. Oui, ils sont signés dès la démo. Et à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, on est tous devant MTV le soir pour regarder Metal machin, comme Metal Zone ou je sais plus comment ça s'appelle. Headbanger Balls ou un truc comme ça, ouais. Et matraquage du clip de March of the Fire Ants, qui était incroyablement bien tourné. En plus, il y avait vraiment une ambiance de ouf. Les clips de Mastodon, on en parlera, mais qui avait un côté très très prog. Et très en même temps un son assez nouveau pour l'époque. Je veux dire un son qu'on connaît. Enfin, au milieu de tout ce qui passait, ça faisait vraiment chelou quoi. C'est début 2000, donc on est juste après le tournant. Ouais. En sortie de virage, donc. Mais ils avaient vraiment un son particulier. En fait, nous on s'est pris tout le néo-metal et donc le son sous-accordé. Eux, ils arrivent avec un gros son, mais autre chose parce que leurs riffs, ils sont très Maiden. C'est pas joué que sur les grosses cordes et en même temps c'est ultra lourd, c'est sludge, c'est technique, c'est progressif. En fait, t'es I Had God meets Genesis quoi, vraiment. Donc on se fait matraquer la gueule à coups de March of Fire Ants et du coup et ça ressemble à rien qui est connu. Exactement. Tu sors ça, tu dis exactement. C'est ouf. Donc du coup par curiosité l'album en plus avec une pochette magnifique. Ouais déjà. C'est incroyable. Et il y a quand même dessus il y a All Nessie que je kiffe, le Crusher Destroyer, putain rien que le riff d'intro c'est quand même All Nessie bois. Le Mother Puncher mon gars. Puncher. Mais qu'ils ont fait pendant un moment en live. Et donc là, oui, tu te retrouves avec un album quand même. Alors, je sais pas, au début, je sais pas quoi qu'en penser. Parce que tu passes de titre de 2 minutes à des titres de 7 minutes. C'est pas un album qui m'a changé ma vie, mais qui m'a tout de suite dit ok, il va falloir que je m'accroche parce que c'est un nouveau truc. Quoi. Et il y avait un monde. Parce qu'il commençait déjà à approcher ce truc avec. Il y a Elephant Man, il y a Trilobite, que j'adore. Et que ce mot fait beaucoup rire certains, mais moi je travaille avec les Trilobites, donc excusez-moi. Et il y avait déjà cette ambiance un peu Jules Verne, un peu, tu vois, ce côté, le côté Moby qui arrive vraiment avec le prochain album, mais avec l'album suivant, mais déjà ce côté, tu vois, Jules Verne qui a pas tout écrit dans Moby Dick.
Mais non, mais je vois ce que tu... Enfin, 19e et tout. Et il y avait cette ambiance-là que moi, j'adorais. Ouais. Et il y avait très peu de groupes qui avaient pioché là-dedans. Donc, Et tu rajoutes, je sais pas si ça te l'a fait dès le départ, j'ai loin de moi l'idée de dire que Mastodon sonne grunge, évidemment, mais dans la prod, d'ailleurs c'est une prod de Matt Biles qui a fait Pearl Jam, qui a fait le premier Alice in Chains, qui a fait le Soundgarden, et il y a un côté, comme dans le grunge, où on entend beaucoup la guitare, la voix est noyée dans le truc, tout à fait. Mais tout est distinct, quoi. Mais parce qu'il voulait pas trop jouer sur la voix, parce que la voix, carrément, tu sens qu'il y a 15 repris, ça a été repisté plein de fois. Ouais. Mais la voix est un instrument, là encore, à ce moment-là. Et toi qui es dans ta période du Jurassic Park, sache que dans Crusher Destroyer, ça commence avec. Commence par Willy T-Rex, évidemment. Tout à fait. J'ai mis peut-être 10 ans à m'en rendre compte, mais quand j'ai vu ça m'a encore plus fait kiffer, quoi. Tout à fait. Alors, c'est une période en plus super sombre parce que c'est Brian Taylor qui compose la moitié, presque tout l'album d'ailleurs, qui arrive avec les idées. Et il venait de perdre sa petite sœur qui s'est. Et il était venu à Atlanta pour ça. Ouais, qui était venu à Atlanta pour ça. Parce qu'en fait, alors sa sœur, on en reparlera pour Crack the Sky, parce que l'album, lui, littéralement. Elle est morte à 14 ans, elle s'est suicidée à 14 ans. Et donc, ça a été. Lui en avait 15, donc c'était pas immédiat, ça faisait déjà quelques temps, mais il n'arrait pas à s'en remettre. Et son tatouage, c'est les points de suture, je crois qu'il a au-dessus là, et il a 14 stitches pour. Ouais, mais c'est pas le même mec, celui qui a perdu sa sœur, c'est le batteur. Non, c'est Brian Taylor, c'est le batteur. Non. Donc ça n'a rien à voir le tatouage. Aucun lien. Ou alors ça l'a fait marrer de faire un tatouage. Tiens, ta sœur, elle s'est ouvert le crâne, je fais par exemple, ça serait vraiment un enculé. Donc en fait, je confondais, c'est pas Brian Taylor, c'était Brett Rice. En tout cas, il dit que Today's the Day, ça avait été une très mauvaise expérience, qu'il avait pas aimé même les gars, qu'il est parti fâché, que c'était barre Atlanta pour tout oublier, pour changer de vie. Et déjà, le titre Rémission fait référence à sa sœur et au fait de se remettre du chagrin, quoi, de la douleur. Exactement. Et l'album, défonce. Et ils arrivent surtout à Atlanta, et cet album sort aussi dans une période où on se retrouve avec des groupes. La scène de Savannah. La scène de Savannah, exactement. Donc on a Kailesa, Black Tusk, Baroness et Kareem Abdul-Jabbar, qui est moins connu, mais qui est un groupe du coin. Et alors au début, on pouvait les rapprocher un peu de Baroness, d'ailleurs, Mastodon. Oui, puis parce que c'est un peu les mêmes trajectoires. Très, très sludge, puis on incorpore des trucs, Kailesa aussi d'ailleurs. De toute façon, toute cette scène-là a incorporé des trucs par la suite. Oui, tout à fait. Et je rajouterais même en périphérique, mais ils ne sont pas du même coin, on va avoir Red Fang et 16 dans deux autres styles qui vont partir du sludge et rajouter des éléments dedans. Tout à fait. Alors sur cet album Rémission, il faut savoir qu'il y a eu... ils ont pas mal joué en live après, et c'est sur cette tournée-là qu'ils font la reprise de Emerald, ma chanson préférée de Thin Lizzy. Qui est enregistré sur les bonus. Tout à fait, qui est enregistré sur les bonus. C'est ta chanson préférée de Thin Lizzy. Très bien. Je suis fan absolu de ce morceau de Thin Lizzy. Donc tout de suite, gros carton. Carton. Ça marche bien dès le départ. Ça part sur le jeu vidéo Tony Hawk Underground, qui est quand même à l'époque, Tony Hawk était une plateforme aussi de lancement de groupe, quoi. C'est clair. March of Fire figurait sur un split avec Iron Fire. Ils ont sorti un split avec Iron Fire donc ça a été tout de suite, ça a pris la sauce, quoi. Oui, ça tout de suite. Alors là, on parle de volume de vente de 30-40 000 albums, mais déjà, pour un premier album d'un groupe de métal, je trouve ouf. C'est pas tous les 4 matins. Et en effet, pour un premier album, il est dingue. Le son est dingue. Pour un premier album, c'est quand même, ça me posait bien ces baloches là. C'est ça. Je pense qu'on s'en rappellerait, même sans la suite du groupe, on se rappellerait de cet album. C'est un très très grand premier album. Et on est presque, moi j'en suis presque à l'oublier. D'ailleurs, je ne le possède pas en vinyle et je l'écoute quasiment jamais. Parce que la suite. Parce que ce qui arrive après. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est déjà, ils sortent un premier album qui est fantastique. Mais c'est pas le meilleur album pour moi, c'est pas le meilleur album de Mastodon. C'est le 5e meilleur album, c'est pour te dire. Non mais. Ah, tu vas trop loin. Ah, moi je t'assure. Tu vas trop loin. Non, il est brut, moi je l'aime. 2 ans après. Ouais. Alors en fait, je le fais souvent, mais je suis désolé, il y a certains groupes pour qui ça marche, faire un parallèle avec Metallica encore. Mais là, on va le faire carrément. Là, on est sur le tue-les tous, tu vois. Mais on va le faire carrément pour Mastodon, parce que d'autant plus que on les a comparés, on a dit que c'était un mélange de Metallica, de Tool. Moi, c'était un peu n'importe quoi. On leur a dit que c'était un mélange de Black Sabbath et de Dream Theater, mais il y a carrément. En effet, il y a un peu le même trajectoire qu'on aurait pu penser avec Metallica. Ils ont pris Orion. Elle est pas terrible, leur reprise d'Orion. C'est pas mal, écoute. Il y avait des structures qui ressemblaient vraiment d'ailleurs à des morceaux comme Orion. De toute façon, ils sont ultra fans de Metallica, ça c'est sûr. Tout à fait, ils ont ouvert pour eux pour un moment. D'ailleurs, Troy Sanders, il dit qu'il a pris la basse comme ça en s'enfermant dans sa chambre pour refaire des parties de basse de Metallica. Et au début, on pouvait voir que ça comme le nouveau, mais alors c'était vendu un peu comme ça aussi, le nouveau Metallica. Ils font partie des groupes. Voilà, sachant que maintenant ils sont aussi headliners de Festoche, ils le seront. Voilà, donc. Alors c'est quand même pas du Metallica, mais je suis pas sûr que dans les années 2000 ou 2010 ce soit possible. Et je pense pas que ils sont pas dans ce genre de
de comportement, si tu veux. Oui, ils ont pas pour se ramener sous LSD avec ton sac de bifton quand tu reçois un Grammy. Et au Grammy, je vous signale que même Mike Fire s'habille en costume. Costume. Il a mis une veste trouvée dans une friperie. Et comme il venait de se faire arracher l'orteil, il est avec ses béquilles. Il est venu. Non, c'est l'autre qui a mis une costume parce que lui, il est juste venu avec une veste en cuir un peu pourraf, tu vois, histoire de faire élégant. Je crois que c'est celle de son mariage, quoi, parce qu'il s'est varié dans la semaine d'avant, d'après. Donc voilà. Donc ils auraient jamais eu. Je pense qu'ils sont pas ce genre de trajectoire. Mastodon, ils ont pas eu la même obsession du succès que Metal. Ils ont eu quand même l'envie, enfin ils ont fait ce qu'il fallait pour, mais pas la même obsession. Ils ont beaucoup plus de second degré, puis c'est des geeks, enfin moi c'est des mecs que plus tu te renseignes, plus tu les aimes, quoi. Et puis on arrive donc 2 ans après avec pour moi le meilleur album, voilà, tout simplement Léviathan, qui parle d'un de mes sujets préférés, Moby Dick. Oui, parce que moi j'ai marqué littéralement, Sam, c'est ton moment, à toi de jouer un album qui parle de ton livre favori. Ah ouais, bah oui. Voilà. Donc oui. Et alors il y en a 2, hein. Il y a Ahab aussi qui sort. Killing Ahab. Attends, d'ailleurs il y a un truc qu'on n'a pas dit et c'est important parce que ça va me permettre de mettre des extraits du 5e élément et de Captain Planet. C'est que les 4 premiers albums sont en lien avec les éléments, les 4 éléments. Tout à fait. Et donc le premier émission c'est le feu. Tu le vois dans les pochettes. Tu le vois dans les pochettes. Ils disent que c'est des colorations, c'est pas des concept albums autour de ça, mais des colorations. Et le deuxième qui est donc plutôt un concept album autour de. C'est la mer, l'eau. Ouais, mais vraiment autour quand même de Moby Dick. Le fluide, le jus. Et donc, c'est l'eau. Voilà. Oui, et donc vas-y, on voit sur le livre donc de Proust, c'est ça? Bon, je peux parler de Moby Dick ici, mais. Herman. Voilà, Herman. Et donc l'album ouvre par Blood and Thunder. Donc déjà tu te prends une baffe dans la gueule avec introductif improbable. Oh là là. Improbable, baffe dans la gueule. Le clip absolument génial. Il y a Neil Fallon qui fait un feat sur cette chanson là, sur l'album. Alors ils l'ont rencontré lors d'une tournée précédente, sur la tournée qui était l'année précédente je pense, et ils ouvraient pour Clutch. Voilà, et tu vois, il y a des vidéos aussi qui sont sur YouTube que vous pouvez trouver où Neil Fallon chante en live, donc Blood and Thunder, et ça envoie la guerre. Oui. Enfin, c'est assez Neil impressionnant. Fallon, donc chanteur de Clutch. Donc quand il y a papa qui vient chanter avec toi, c'est quand même assez cool. Et là, ça enchaîne. Ayam Ahab, pardon. Sea Beast, qui est pour moi l'un des morceaux les plus incroyables de l'album, qui est complètement alambiqué. Il y a un côté. Il y a un côté lynchien que j'aime beaucoup. Island, Iron Tusk. En fait, tout est bon. Aqua Dementia qui est complètement barjo. Alors, je sais que toi, il y a un feat avec Scott Kelly, Neurosis, mais. Non, mais cet album est incroyable. Et Scott Kelly qui va quand même beaucoup les sucer derrière. Il va tout le temps être derrière. Lui, eux. il va être derrière, ouais. Et puis, n'oublions pas que Neurosis est une énorme influence pour Mastodon. Sauf que pour moi, Mastodon réussit un truc que Neurosis réussit pas. Oui. Clairement. Mais non, cet album, il est énormissime. Il est improbable. Et donc, et c'est la fête parce que Blood and Thunder, le clip passe en boucle à l'époque sur les chaînes de métal, les chaînes de métal, les émissions métal qui passaient sur MTV ou MCM. Gros carton et Léviathan, et pochette absolument incroyable. Hein, toujours Paul Romano. En fait, c'est des mecs très fidèles. C'est-à-dire que c'est toujours les 4 mêmes mecs. Et les 4 premiers albums, c'est Bailey, ça je crois que c'est Bales qui les produit, et c'est Paul Romano aux pochettes. Et les 4 premières pochettes de Paul Romano, elles ont fait histoire dans le métal des années 2000, quoi. Elles sont juste. Et d'ailleurs, par la suite, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est mortel aussi. Oui, tout à fait. Et pochette magnifique de je voulais Léviathan. juste rajouter que le mixage a été fait par un mec qui s'appelle Alan Douche. Et ça, je pouvais pas. La Douchaise. Mais alors, cet album Léviathan est. Comment dire c'est lui qui avait mixé l'album d'Abrama, si je dis pas de bêtises, Alan Douche. Masterisé. Ouais. Mais à masteriser, pardon. C'est un peu le Master of Puppets de Metallica. Bien sûr, évidemment. On est vraiment dedans. Non, c'est le Ride the Lightning. Là, c'est Ride the Lightning. Parce que il est plus technique. Voilà. Ouais. Et puis parce qu'il est mortel. Parce qu'il est mortel. Mais ça passe d'ambiance assez incroyable parce qu'il y a des chansons très rentre dedans et des chansons totalement planantes. Enfin, à Sea Beast, l'ambiance, c'est assez ouf. Moi, je vous conseille aussi d'aller jeter un œil sur. Il y a un mec qui a repris entièrement. C'est là où tu vois aussi le talent de composition de cet album. Il a repris au piano classique. Il a repris, donc sans s'arrêter, il a repris l'album du début à la fin et écouté un peu comme un son Sea Beast au piano classique ou Aqua Dementia, et là tu dis ah ouais, c'est quand même du génie de composition, et ça sonne assez ouf même en classique, ça sonne totalement barjo. Il y a clairement un gros niveau de composition. Et donc le son est un peu plus léché que le premier. Il y a l'arrivée d'une deuxième voix, du coup, donc celle de Brent Hinds. C'est la voix un peu nasillarde, donc ça fait un chant clair. Qui se cache un peu lui derrière, hein. Il fait des chœurs vraiment cachés. Ça reste en soutien, quoi, par rapport à ce qui arrive après. Et là, il est quasiment considéré comme l'un des meilleurs albums de 2004.
Il a été nominé plusieurs fois meilleur album de l'année. Mais moi, même avec le recul, je pense que c'est un album. Enfin, si tu dois faire des classements d'albums de la décennie, imagine Mathieu qu'on fait ça un jour. Moi, les classements, c'est pas mon truc. il arrivera bien classé. Je pense que Léviathan est quand même. Je veux juste pour préciser, l'année 2004, il y a le premier Witchcraft, il y a Blast Tyrant de Clutch, Inferno de Motorhead, Dare I Say d'Hermano et The Illusion of Motion de Yob. C'est une grosse année. Alors, moi qui les ai vus beaucoup aussi en concert, à ce moment-là, ils tournent beaucoup. Et ils font beaucoup de festoches d'ailleurs. Le problème, moi j'ai toujours adoré Mastodon, je défendrai toujours ce groupe. Pour moi, c'est le Pink Floyd du métal moderne. Je sais que je vais très loin, mais je surkiffe. Je trouve qu'ils sont inventifs, qu'ils sont inventés à chaque album, on va en reparler après. Le problème avec Mastodon, c'est que ils ont besoin d'un son précis. Ouais. Alors, ils l'ont en faire jouer à la Lavaba Bar, quoi. En salle, ça a toujours été bien. Moi, j'ai toujours vu des super concerts en salle. Le problème, en festival, en festoche, parce qu'on les fout sur le main stage et tout, c'est que le son ne convient absolument pas. Ou alors il faudrait avoir l'ingé son de Tool, comme on a vu au concert. Il faudrait être en tête d'affiche, tu vois. Il y a plusieurs fests, dont le Hellfest où le son tournait, où les gens comprenaient pas, parce que les espèces de guitares, ça s'envole dans les airs, les chœurs, ça marche pas. Tu perds la moitié des infos. Exactement. En fait. Et du coup, ils ont toujours eu cette mauvaise réputation en live. Parce que pour les gens qui les ont vus en festoche, c'est pas là qu'il faut les voir. Alors après, moi j'ai vu aussi en première partie de Tool. Et ils étaient sabotés au niveau du son. C'était une catastrophe. C'est-à-dire qu'avant, tu prends la grosse claque avec Tool et ils ont saboté le son de Mastodon avant. Donc tout le monde s'est sorti en disant c'était quoi cette merde. C'est le problème. Moi, je les ai vus en 2009 au Hellfest et en effet, j'en ai pas un bon souvenir. Après, eux en tête d'affiche de leur propre tournée, ça n'a rien à voir. Je veux dire que je les ai vus, le son est assez ouf. Voilà quoi. J'ai vu Wolf Mother en première partie, truc qui n'a rien à voir d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, donc oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais mais en live, ouais mais bon faut les voir dans les bonnes conditions aussi. C'est ça. Et puis de toute façon il n'y a plus de live depuis 10 mois, donc fous-moi Mastodon mauvais, j'y vais quand même. Et bon, et pour venir dans Léviathan, t'as cette espèce quand même, enfin t'as une espèce de mélange entre Pantera, des trucs après beaucoup plus des trucs prog, des trucs Metallica, des trucs un peu comme Biohazard à l'époque de Burn My Eyes. Biohazard à l'époque de Burn My Eyes. Non, pas Biohazard. Je confonds pas avec Machine Head pendant Urban Discipline. Tu sais très bien que je n'ai plus le droit de dire le nom de Machine Head. Ah oui, c'est vrai. On me l'a interdit sur un procès. À cause d'un médiator à cause d'un médiator dans le fion dans le gland dans l'urètre de Rob Flynn. Ça y est, j'ai l'image. Je vais lui ranger mes médiators, tu vois. Donc voilà. Et puis surtout, là, on l'avait déjà aussi avec Rémission, mais là, il y a un aspect technique quand même assez ouf sur Aquadementia notamment. La batterie guitare, il y a un level là que tu commences à dire ah ouais, ça a poussé un peu plus quoi. Cet album est formidable. Formidable. Et 2 ans après, ça enchaîne tous les 2 ans. Tout à fait. Mais là, plus chez Relapse. Mais même si Relapse est toujours dans le business parce qu'ils éditent les vinyles, tout ça, mais en tout cas, ils sont chez Warner, donc Reprise Records, et arrive Blood Mountain, la montagne de sang. Et ouais. L'élément terre, quoi, la terre. Et Blood Mountain qui est aussi incroyable. Et ouais, alors le Master of Puppet. C'est le Master of Puppet. Parce que la poupette, il y a Josh Homme dedans. Parce qu'il y a la poupette, derrière il y a Josh Homme. Non, mais parce que c'est un album que j'adore, qui est absolument génial, que je crois même que je préfère à Léviathan. Ah ouais. Mais il y a des morceaux trop longs. Il est plus direct. Il y a des trucs, c'est un peu le bordel parfois quand même. Et ça se tire un peu en longueur et c'est un peu ce que je reproche aussi à Master de la Poupette. Alors, je suis d'accord avec toi. Par exemple, il y a des choses... Enfin, c'est vrai qu'il y a des compos qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais ça, tu vas me dire. Genre The Wolf is Loose, qui est un peu un espèce de truc très rentre-dedans et très easy listening. Et plus loin, t'as 4 pistes après, t'as Capillary and Crest, qui est le truc le plus prise de tête du monde. Ah ouais, putain. C'est enchaîné par Blade Catcher, où au niveau des voix, il y a un truc hyper chelou qui est ultra agressif, presque grindcore. Et pourtant, c'est que des morceaux très courts. Je crois que le morceau plus long fait 5 minutes, sur 5 minutes 36 sur l'album. Tout le reste fait 3 minutes. Et il y a beaucoup d'informations, notamment dans Capillary and Crest, mais j'adore Sleeping Giant qui est absolument incroyable. Crystal Skull qui est oui, bref. Mais donc il y a 13 morceaux, donc c'est quand même un pavé, alors qu'il est court l'album. Il y en a 10, ouais, si, oui, t'as raison. Il y en a 13 et le 13e il dure super longtemps parce qu'en fait c'est un message caché de Josh Homme après un quart d'heure de blanc. Alors en effet, il y a je vais pas dire un problème parce qu'il n'y a pas de problème, mais il y a en effet une structure bizarre dans cet album quoi.
Oui. C'est assez. Il y a un côté bordel. Bizarre. Un côté boxon, ouais. Là où Léviathan, il s'écoute, c'est une histoire, on te raconte un truc. Tout à fait, ça se suit. Mais d'ailleurs, tu le vois bien quand il reprend au piano, c'est que tout se suit, tout a une logique. Lone Mountain, il y en a un peu partout, quoi. Mais il y a des morceaux qui sont incroyables. Des trucs, encore une fois, jamais entendu nulle part, quoi. Tout à fait. Et il faut savoir un truc, c'est que cet album parle de Indiana Jones 4. Quelle enflure. Bah oui, mais je suis obligé de le dire. Tu sais quoi, bon, tu sais que l'album parle des crânes de cristal. Oui. Voilà. Donc on pourrait penser. Je vais pas parler d'Indiana Jones quoi d'ailleurs. Je sais pas de quoi tu parles. Il n'existe pas ce film. Voilà. Parce que tu parlais de classement, je fais aussi les classements de films et il est le pire film de sa décennie dans mon classement. Donc ça parle en effet de cerveau reptilien, de crâne de cristal, tout ça. Mais je pense, quand même à un second degré. Parce que oui. Parce que c'est un peu le délire de Matt Pike, sauf que eux, ça les fait marrer. Là où Matt Pike, c'est vraiment te donner de l'info, quoi. Il te dit non, mais mec, les reptiliens contrôlent le monde. Oui, Matt, bien sûr. Reprends du tertio. Donc voilà. Et donc toi tu préfères Léviathan, je pense. Ah oui, carrément. Moi pour l'anecdote, et ça me permet de faire de la pub pour mon compte Instagram, je vous rappelle que j'ai mon top 200 et j'ai dedans 3 albums de Mastodon, Léviathan autour des 180, Blue Mountain autour des 150 et il reste Crack the Sky qui est pas passé. Et je vous dirai pourquoi après. Alors, on retrouve toujours Scott Kelly. Hein. C'est un peu le Ice-T du sludge. C'est un peu le Ice-T du sludge. Dès qu'il y a un guest à faire, il est à la porte. Tu vois, où il t'appelle à ce moment-là, tu sais, il a ton numéro. Tiens, qui on pourrait appeler pour un duo? Tu t'appelles le Scott Kelly, quoi. C'est le guest à peau, quoi. Celui qui t'appelle avec un apo. Et il y a 2 de nos personnages préférés qu'on adore, hein, Mathieu. Il y a Joe Chomy et il y a Joe Latouf. Surtout, il y a Joe Latouf et Jean-Michel Latouf, parce qu'il y a les 2 mecs de The Mars Volta. C'est clair. Il y a le chant et le chanteur avec le chant et le contre-chant, quoi. Il y a les deux. Et c'est fou de faire un si bon album avec autant de trous du cul. Mais c'est incroyable. Ouais, non, bravo. Non, mais ils sont dans leur temps. C'est les gens de leur temps. Et ça nous amène à Casse le ciel, à Crack the Sky. Donc tu passes direct. T'as un bloc de dire sur Blue Mountain. C'est un album que j'aime bien, moi. Non, mais moi aussi. Mais en effet, qui est beaucoup moins digeste que les autres, voilà, dans le général. D'ailleurs, pour l'anecdote, il a donc reçu des super notes partout et beaucoup de 10 sur 10. Et il a été défoncé par The Guardian, qui a mis 1 sur 5 en disant qu'il a qualifié de désorganisé. Ce qui n'est pas faux. Il est désorganisé. C'est ça. Mais après, c'est pas de la même non plus. C'est là, à ce moment, d'ailleurs, c'est sur ce tableau-là qu'il y a déjà, il y a aussi Kelly Lair qui se met à chanter, qui fait aussi des chœurs. En plus de Hinds et Trent Saunders qui fait le chant. Et là, après, ça va commencer à être... Brann Taylor arrive aussi avec sa voix plus chantée, justement. Et en fait, voilà, ils commencent tous un peu à chanter et ça nous amène à Crack the Sky. Voilà. Là, on peut le dire. Où là, on est clairement... Finalement, on est sur un mélange Injustice for All et Black Album. Puisqu'il y a le côté expurger la douleur, où cet album parle, outre de Sky, donc la petite sœur de Brann Taylor, parle de mort chez les 4 personnes ont perdu quelqu'un de cher. Tout à fait. Il y avait une sorte d'hécatombe, et voilà. Cher la chanteuse. Do you believe? et du coup, il y a le côté deuil, grief, tu vois, de Injustice for All, et il y a le côté métal total, perfection incarnée du Black Album, quoi. Ouais. Alors, c'est étonnant parce que Crack the Sky, c'est les paroles de Scott Kelly. Ah ouais, bah peut-être que ça a été écrit. C'est lui qui a écrit les paroles. Donc, étonnant, mais en tout cas, Sky. Les paroles sur la petite sœur du mec, moi, ça me ferait chier. Ah oui, quand c'est même. vrai que c'est les paroles de Sky. Et Sky, en tout cas, SKYE, c'était le nom de la sœur de Brann Taylor. Alors, sur ce titre, il y a déjà 2 titres. Je vais pas dire du tout qu'ils ont vendu leur diable ou qu'ils font la petite pupute, mais il y a 2 titres beaucoup plus audibles pour le grand public. C'est sûr. Mais... Oblivion et Divination surtout. Ouais, Divination qui est pareil, qui a eu un clip absolument fantastique. Et tous les clips de Mastodon. Mais là, les clips, quoi, ils sont dans la montagne qui réveillent un homme de Néandertal dans la glace et qui lui file une Flying V qui te sort le solo avec des éclairs. Moi, je le trouve absolument fantastique, ce clip. Et c'est un de mes morceaux préférés. D'ailleurs, Divination de toute disco de Mastodon. Et sur Divination, il y a sûrement l'un des solos que je classe bien dans mes solos préférés de tout le temps parce qu'il arrive à foutre dedans. Il fout du Thin Lizzy, il fout du Tony Iommi. Il y a le gimmick de Tony Iommi qu'il arrive à foutre. Il condense en fait tous les solos du rock'n'roll en un solo et ultra rapide.
Alors là, pour le coup, moi je dis génie sur ce Non, morceau. c'est clair. Moi, je dis génie tout l'album, de toute façon, parce que derrière, ne serait-ce que The Tsar, la chanson en 4 parties, là, elle est incroyable. C'est 10 minutes de perfection, quoi. Tout à fait. Tout cet album est incroyable. Et Oblivion, moi, c'est une chanson qui m'en fout. Bien sûr. C'est ce que je comparais au Black Album, et je le dis d'autant plus que je fais du coup un top 200 sur Instagram, et il est largement dans mon top au-dessus du Black Album. Pour moi, il vaut 2 fois le Black Album. C'est incroyable. Ouais. C'est un album que je trouve incroyable. Il y a le making of, hein. D'ailleurs on peut voir le commentaire avec les coulisses et tout. Sur YouTube. Ou en plus tu les vois travailler dans une ambiance collégiale. Ils s'amusent. Le groupe vit bien, comme on dit. Le groupe vit bien. À ce moment-là, c'est marrant parce qu'ils répètent dans un sugar stockage. Oui. Tu sais, ils sont dans une salle comme ça qui louent, alors que quand tu regardes le making of de Emperor of Sand, tu sens que le pognon est passé par là. Quoi. Et le son est ouf. Et le son, c'est Brendan O'Brien, monsieur. Et donc là, on est sur Brendan O'Brien. On est sur du Brendan O'Brien. Et donc là, si on reprend Soundgarden, Pearl Jam et compagnie, il est allé, il a déroulé, quoi. Et puis, c'est laissé. C'est un mec qui a produit un peu tout le monde, quoi. Tout à fait. Et donc là, tu vois qu'adore Oblivion. Donc c'est les premières fois où on laisse carrément le micro au chant lead. De Brad Naylor. À Brad Naylor, le batteur. Alors un batteur qui chante. Bon, on a quoi comme exemple, Mathieu? je sais que dans Wofa, tu fais des chœurs, le batteur. Hein. Bon, on a du Phil Collins. On a du Melvins. Bien sûr. On a les Melvins, ouais. On en a d'autres, hein, mais... Non, mais de toute façon, il faut s'arrêter un peu sur Phil Collins. Brad Naylor, c'est... Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas utilisé, je crois, une seule fois le mot prog metal. Et pourtant, parce qu'ils sont considérés comme un groupe de prog, tout comme tous les considérés comme un groupe de prog, finalement. Tout comme Baroness était considéré au début comme un sludge progressif aussi. Tout comme Motorhead n'a jamais été et en fait, Brad Naylor, c'est clair qu'il en fout partout. Lui, il aime Genesis, et lui, il faut que ça taquine le tome constamment. Mais c'est toujours au service de la musique. Mais moi, j'aimerais bien qu'il en fasse un peu moins. Alors, je trouve que sur cet album-là, justement, il en fout moins partout qu'avant. C'est vrai. Je connaissais beaucoup de batteurs. Comme mon fils qui pisse beaucoup mieux. Mais en fait, je vais te faire un parallèle. Au début, les premiers albums, j'avoue. Alors moi, j'ai écouté pas mal de batteurs à l'époque qui me disaient, je peux pas écouter Mastodon, je trouve que le batteur, il en fout partout. Il en fout partout, d'accord. Oui, moi, au début, il en fout partout. Moi, j'aimais bien, je trouvais que ça. Là, je pense qu'il a un peu aseptisé son jeu parce que justement, il fait des chœurs et des chants et qui s'est dit, vu que je dois le faire en live, je veux pas non plus en foutre partout sur l'album parce que sinon. J'entends. Sinon, je vais pas y arriver. On est passé en fait des premiers Mastodons où. Tu sais, quand tu vas pisser après avoir fait l'amour. Je vois bien. Tu vois, où t'as un corps là. C'est pas. Et que t'as des jets qui partent un peu partout. Le premier, en tout cas, il est pas dedans. Le premier, pas dedans. Le premier, pas dedans. Et ben voilà. C'est un peu le jeu de batterie de. Mais là, c'est ça. Et maintenant, voilà, là, on est avant, là. On est après. On est au D+1 d'amour, quoi. Tu pisses droit. Est-ce qu'on peut d'ailleurs peut-être donner un conseil à nos auditeurs? L'idéal après l'amour, c'est de prendre une douche. Parce qu'en plus, tu peux pisser dans la douche, si t'en fous partout, c'est pas grave. Parce que ma femme pète les plombs quand je pisse partout. J'ai cru qu'elle allait faire. Est-ce qu'elle a un médiator dans la chatte? Pardon. Alors, donc oui, je trouve déjà qu'il a aseptisé son jeu et que le groupe, sans aller je lâche le mot, sans aller à popiser son métal, a pris quand même un côté plus e-listening. Oui, bien sûr. Moi, j'ai le sentiment, on parle que de sentiment, mais sur cet album, que c'est les thèmes et le côté aérien, parce que c'est l'air, l'élément dont il parle, qui ont amené ça. Qui ont amené ce côté plus épuré, tu veux dire. Là où à partir de The Hunter, et surtout The Hunter d'ailleurs, tu vois qu'il y a des morceaux de Crack de Sex qui sont passés à la radio sur les collèges rock et qui veulent continuer, quoi. Oui. Que ça a apporté de l'argent et que même le label veut que ça continue. Oui, complètement. Là, d'ailleurs, c'est les morceaux après, il y a toujours un tube sur leurs albums et ils sortent de nulle part. Tu vois, des fois, ils sonnent Queen of Stone Age, tu vois. Et là, sur cet album, il y a une logique. L'album est cohérent comme les Léviathan. Tout à fait. Là, il est vraiment cohérent. Et je trouve qu'il y a... En plus, il y a une exploration de son. Brett Hines sort sur cet album des riffs country, enfin des plans country que tu retrouves sur Divination. Il y a du banjo carrément. Leur matériel a été adapté à leur jeu maintenant. Ils ont carrément leur son. Avant, ils arrêtent juste de bêtement jouer sur Orange comme tous les autres de Sludge. Là, ils ont carrément leur son, ils ont carrément leur pédale. Il y a ce côté un peu country, mais country. Enfin, il peut enlever, mais c'est une espèce de plan banjo. Et là, il se trouve vraiment. Je pense que l'album est vraiment. C'est un remake de Deliverance par David Lynch, quoi. Un peu, ouais. Tu vois l'idée. Et
Et là, ouais, je pense que. Squeal like a pig. Et c'est incroyable de se dire quand même, là on en est au 3e album ou 4e, c'est le 4e album, et qu'on est toujours sur de la qualité. Jusqu'à, même si Blood Moon était un peu fourre-tout, on est sur plus que de la qualité, c'est un des 40 meilleurs albums de tous les temps. Le groupe a pas faibli ni au niveau composition, c'est pas foutu en l'air au niveau intégrité, machin truc, et quand même, enfin, je trouve qu'ils sont sur une lignée, enfin, si c'était écrit, c'était. Ouais, c'est clair. Et là, ils vendent plus de 100 000 albums. Là, ça cartonne. Là, ça cartonne. Ils tournent absolument partout. Ils ouvrent pour tout le monde. Enfin, et quand tu ouvres pour Metallica, t'as plutôt réussi ta vie, on va dire. Slipknot peut les inviter sur leur tournée, tout oui, ça. Non, mais ils vont absolument partout. Et donc, le label leur dit, c'est bien, on est heureux. Les retours sont bons. Va falloir vite retourner en studio. Alors, le groupe est cuit. C'est quand même un album tous les 2 ans depuis 6 ans là maintenant. Ils sont rôtis. Et pour rappel, c'est un groupe, on l'a même pas dit, mais avant même de commencer, il y en a certains qui avaient déjà des enfants. C'était déjà un peu daron, tu vois, c'était pas des gars de 17 ans. Bah, ils sont dans l'Alabama. C'est vrai, à 15 ans, t'es papa. Et du coup, voilà, les tournées, c'est comme être loin de sa famille. C'est pas facile pour eux. Et donc ils voulaient faire une pause, le label dit non, et donc ils enchaînent vite avec The Hunter. Ce qui donc influe The Hunter parce que l'album, là, pour le coup, est immédiat, catchy. Beaucoup moins prise de tête. Tout à fait. Mais il reste très bon. La blague est que la pochette aurait mis plus de temps à être faite que l'album. C'est ça, parce que justement, c'est pas une pochette de Paul Romano, parce que Paul Romano n'a pas le temps de faire la pochette. C'est une sculpture. Et du coup, c'est une sculpture sur bois d'une légende de la scène un peu hardcore, dont le nom m'échappe. Ouais, voilà, c'est lui. John dont le nom m'échappe. John dont le nom m'échappe. C'est fatigant. Tu me laisses une seconde parce que je l'ai noté. Ouais, vas-y. Ce monsieur s'appelle Donny Phillips. Voilà. Il a bossé pour tout le monde, de Linkin Park à Metallica, en passant par Madonna. Et il fait une sculpture sur bois d'un cerf avec 3 mâchoires. Tout à fait. Trois mâchoires, qui est littéralement sublime. Tout à fait. Il y a 2 pochettes. Quand la pochette est sortie de l'album, je me suis dit, c'est quoi cette merde, moi? Parce qu'en photo, ça ne rend pas pareil. Et c'est après, quand tu sais que c'est une sculpture, tu dis ah bah oui. Et puis il y a une deuxième pochette. Il y a la première pochette simple et il y a la pochette Deluxe qui est sortie après. Ouais. Et je sais pas si tu l'avais vu à l'époque. Moi, j'avais acheté en CD à l'époque et tu avais un code tu avais un petit site internet qui existait et tu pouvais modéliser ta tête avec la gueule de la pochette. Ça faisait le genre de photomaton. Et c'est là que tu te rendais compte qu'en 3D, elle était assez ouf. Et le clip de Black Tongue, d'ailleurs, montre la fabrication. Tout à fait. Donc oui, la pochette, enfin la structure a mis plus de temps à être faite que l'album. L'album qui en effet, comme tu dis, qui a des morceaux beaucoup plus simples, avec des structures beaucoup plus simples. Là, The Curl of the Burl, là, on est sur et j'ai envie de te dire, avec des trucs vraiment c'est vraiment immédiat, genre Black Tongue. Et Curl the Burl, c'est du rentre dedans. Mais ça défonce, les morceaux sont cool. Perso, je kiffe ma race Dry Bone Valley. Je trouve que le refrain est dingue. C'est l'un de mes morceaux pareil de Mastodon que je surkiffe. Et en live, c'est Brian Taylor qui le chante, parce que là, c'est les chanteurs sur cet album, du coup. D'ailleurs, c'est lui qui prend le chant lead sur l'album. Et qui finalement chante pas mal. Il a une voix très très claire. Il a une voix intéressante. Voilà. Et sur ce morceau, Dry Bone Valley, mais je le kiffe vraiment, je le trouve assez ouf. Et en live, c'est incroyable. Quand il le joue, c'est assez impressionnant. Ouais. Parce que pour le coup, tu penses qu'il a. Enfin, en effet, il a aseptisé son jeu, mais il joue quand même. Enfin, aseptisé, il en enlève quelque part, mais il en fout quand même. Donc, et le mec chante aussi. Donc, non, mais c'est une brutasse. Donc, je kiffe The Hunter aussi. Et c'est un collectionneur de figurines Star Wars. Il a des tatouages Star Wars partout, c'est un fou furieux. Alors, on a oublié de le dire, parce que sur l'album précédent, il y avait aussi Scott Kelly. Mais sur cet album-là, on retrouve qui en guest, Mathieu? Attends, t'as un appel. C'est Scott Kelly. Voilà. C'est ça. Je pense que Scott. Le guest. Ah ben Scott, il faut payer les factures, mec. C'est un apo. Mais du coup, c'est le Gestapo. Est-ce qu'on pourrait y voir de la part de Mastodon un côté commitment, c'était un côté 100 € aussi, on serait rien, et sans Scott Kelly, du coup, on va l'inviter sur tous nos albums. Bah, je pense que de toute façon, c'est un côté, ils bossent toujours avec les mêmes. C'est-à-dire qu'ils aiment être en famille, quoi. Donc, ils aiment bien Scott Kelly, tu passes, t'es au studio, c'est. Ils se prennent pas la tête, quoi. Et il y a mais bon. un truc chelou, alors que moi j'ai capté, mais sur tous les albums, il y a toujours, on met le nom du compositeur, donc Hines, Sanders, Hines, Taylor, Sanders, Hines. Et là, sur cet album-là, donc c'est le cas, mais il y a un morceau, le dernier, c'est Mastodon. Ils ont mis, donc ils mettent composition Mastodon, et c'est la première fois qu'ils le font. Et je voudrais que je regarde après s'ils l'ont fait sur les autres albums. Donc ça, quand t'as un groupe, c'est quand même parti. Enfin, tu vois, quand tu dis. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire un truc. Tu vois, ça veut dire.
C'est-à-dire que C'est-à-dire, on tout le partage monde a bougé, voilà. tout le monde a bouffé des pâtes, quoi. C'est clair, on partage l'argent. Mais là, pour le coup, faire ce genre de truc-là, parce que normalement, et en plus, les labels, tes avocats, tes juristes le disent, quand t'es à ce niveau-là, tu fais ce qu'on appelle une ghost. C'est-à-dire que C'est moi qui ai tout composé. Tu signes tous les papiers à la place des autres, et puis clair. voilà, tu vois, où tu mets bien ton nom quelque part, tu t'arranges pour bien baiser la gueule à tout le monde. Ou une caillasse, hein, parce que. Tout à fait. Donc faire ça, ça veut dire déjà. Alors c'était déjà le cas. Mastodon, c'était un groupe. Ils n'ont pas changé. Et tu sens qu'il y a une osmose. Tu vois, c'est pas YouTube quoi. Enfin, les mecs se parlent, ils passent leur temps entre eux, ils se font des vannes. Tu regardes avec les photos. Non mais c'est vraiment ce que j'appelle. C'est ce que j'appelle un groupe en fait. C'est vraiment t'as l'osmose de groupe. C'est quand t'es gamin que tu fais un groupe dans ton garage, t'as envie que ça continue comme ça et d'en finir comme ça. Je pense qu'un kid qui monte un groupe a envie d'être Mastodon, d'avoir ce niveau de succès, cette amitié qui reste. Enfin, tu vois, ça change. C'est pas Ozzy et Sharon Osbourne, quoi. Mais c'est vrai, mais ça a remarqué parce que j'ai très peu de groupes comme ça finalement. D'ailleurs, petite dédicace à. Putain, je vais pas dire de bêtises, il y a un musicien de The Osbourne qui a joué sur Bark Hard Moon qui est mort il y a pas longtemps. Oui. Et Ozzy lui avait in extremis, quand il a appris qu'il avait un cancer, filé ses disques d'or qu'il lui avait sucré pendant 20 ans parce qu'il lui avait visé la gueule. Et quand il a su qu'il était mourant, il l'avait refilé en disant bon, quand il meurt, ce sera quand même dommage qu'on me reproche de lui avoir sucré ses royalties, ses disques d'or, machin. Il a tout refilé en douce ce dernier moment. Ah, c'est bon ça. C'est après un coup de fil de Sharon. Et il a payé son cercueil. Et je pense qu'il a payé les clous en or. En acajou. Non, la cagette. C'est la cajou dans la cagette. Faut pas déconner. Donc oui, bon, très bon. The Hunter, moi je trouve très bon album, très rentre dedans. Ça change. Il y a pas de. C'est plus immédiat. Les structures sont plus faciles. Il n'est plus prog. Il n'est pas plus prog. Il n'est plus prog. Mais il défonce. Il défonce. Moi je l'aime beaucoup. C'est très rentre dedans. C'est immédiat. C'est frais. Ça s'écoute au volant de sa voiture. Je le fais régulièrement. Ça irait bien dans un top 2010 quoi. Alors après c'est un album que j'ai redécouvert en faisant ce titre parce que je l'avais pas beaucoup écouté. Once More Round the Sun, j'étais passé totalement à côté. C'est l'album j'ai lâché à ce moment-là. Il y avait eu même un morceau qui s'est sorti avec un clip un peu chelou avec des marionnettes, genre de peluche et tout entre les deux. Chez vous, ça m'a saoulé. J'étais en overdose de Mastodon et vraiment j'ai lâché. Donc là, je l'ai réécouté. Il est pas indigne en tout cas. Je vais pas dire que c'est un album incroyable, mais voilà. Alors comme d'hab, t'as le single Motherload pour les radios quoi. Ouais. Donc ça c'est en même temps ça fonctionne. Oui. Mais c'est tout droit. Et après t'as vraiment des morceaux cool. Et il y a d'ailleurs un truc rigolo, c'est le clip de High Roads, je sais pas si tu le vois. Non. C'est Stranger Things vraiment quelques années avant. C'est un gamin qui joue à Donjons et Dragons, qui est à vélo et tout, qui se fait un peu bully par les gamins du quartier et qui décide, aidé par sa grand-mère, de s'habiller en chevalier et de sortir comme ça, genre fier et tout, et qui d'abord rejoint un club de rôlistes médiévalistes, tu vois, et qui finit par se faire décaniller la gueule, mais genre défoncer la gueule à la race. Et les commentaires YouTube sous la vidéo, je t'en ai sélectionné deux. Il y en a un qui dit This video is so nerdy, I gave me back my virginity. Et le deuxième dit This is literally the story of Dave Mustaine et Lars Ulrich. Ah ouais, d'accord. Et ça m'a fait rire. Bon, le clip est cool et c'est ouf parce que c'est vraiment Stranger Things 2 ans avant, quoi. T'as l'impression que. Ils ont senti le filon, tu vois, revival dans les années 80. Pas le côté nerd, quoi. Oui, totalement, mais ils l'ont aussi. Hein. Clairement, tu sens que c'est leur jeunesse. C'est les mecs qui jouent à Donjons et Dragons, qui baisaient trop pas, et pour ça que maintenant ils sont tatoués parce qu'ils sont roux à la base, tu vois. Alors, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même 2 roux dans le groupe. Hein. Apparemment, il y a eu pas mal de cuts sur cet album. Ils ont voulu faire un album de 90 minutes, et finalement ils ont sorti un album de 60 minutes, donc ils ont cuté pas mal dedans. Alors je pense que le reste du matériel, ça a été fait en hippie, il me semble. Je crois que c'était remis en hippie. En quoi? Un groupe hippie. Un groupe hippie. Alors, on retrouve bien sûr Diamonds in the Witch House, hein, avec qui on pourrait retrouver en guest sur cet album. Attends, je sais. Alors là, vous n'allez jamais me croire. C'est Scott Kelly. C'est incroyable ça. Le mec qui fait partie de Mastodon en fait. Tu pourrais faire un set entier avec les chansons qu'il a fait avec eux quoi. Non mais sans déconner. Je plaisante, il a tourné avec eux. Mais bien sûr qu'il a tourné avec eux. Donc c'est carrément. Eh oui. Et il y a une reprise d'ailleurs de Sleep in the Deep également. Tout à fait. Qui a été clippé également. Alors un peu moins bien reçu, on va pas se mentir. Hein, pour moi, c'est le moins bon album de Mastodon. Faut le dire. Oui, je suis d'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'il est pas indigne. C'est-à-dire tu mets cet album chez Dream Theater, c'est leur meilleur, c'est le pinacle. mais non, je suis d'accord. Mais bon, et voilà, passons parce que voilà, je m'en branle pas mal.
Et pareil, Emperor of Sound, je l'ai également complètement passé à côté. Et pour le coup. Alors là, il faut le réécouter parce que moi, je l'avais bien aimé quand il était sorti. C'est un très chouette album. Je l'ai mis sur le côté et il y a vraiment des super trucs dessus. Un retour de Brendan O'Brien à l'enregistrement, d'ailleurs. Ouais, je pense que ça joue aussi, je pense. Et alors, t'as un morceau, en fait, le single radio. Qui s'appelle Show Yourself. Show Yourself. Alors, pour le coup, c'est vraiment code ça. C'est Queen of the Stone Age-like. Et c'est un peu chiant, mais tu sens, c'est la première fois où tu sens qu'ils essayent d'avoir un truc chantable, où les gens dans la fosse le chantent avec eux, tu vois. C'était hymne. Mais je trouve que ça fonctionne pas. Par contre, t'as Steam Breather qui est 2 morceaux plus loin, et il a un riff. Alors, je crois qu'il parle de course de NASCAR, c'est très con comme morceau. Mais il a un riff, il a un refrain qui défonce. Ouais, ça défonce. Qui défonce vraiment. Et tout, Sultan's Curse, Ancient Kingdom, il y a vraiment des purs morceaux. Non, il y a des purs morceaux. On retrouve toujours Scott Kelly. Sur Scorpion West. Alors ça, je l'aurais jamais cru. Mais par contre, et là, sur Jack Wargod, la dernière, on trouve un mec invité. Alors, mais qui est Mike Kinnelly? Alors, Mike Kinnelly, non. Donc, c'est un guitariste américain, machin. Et ce mec-là était adoré par Frank Zappa, qui le faisait jouer en première partie de sa tournée. Et le fait qu'il l'invite, c'est quand même. Enfin, moi, c'est vrai que c'est un truc qu'on a oublié de dire. Il y a un côté Zappa aussi, quelquefois, dans Mastodon. Et ils l'ont aussi avec le fun. C'est l'un des. Tu sais que Zappa est sorti un DVD que le rire existe dans la musique et tout. Et moi, je pense que Mastodon est assez dans la lignée de Frank Zappa. Je comprends totalement l'affiliation. Voilà, donc inviter Mike Kinnelly, pourquoi pas, oui. Sur un bon morceau en plus. Mike Kinnelly, c'est comme un mec qui, entre 83 et 2016, a fait 160 zilliards d'albums, sachant que les 5 premiers s'appellent The Tar Tapes, volume 1, 2, 3, 4. Enfin, et après, ça revient, c'est absolument n'importe quoi. Sa discographie, c'est complètement barré. Mais c'est vrai que c'est assez cool d'avoir invité ce gars-là. Ah oui, carrément. Et donc, on revient à un Power of Sen avec un. Je le rapproche un peu quand même de The Enter, cet album. Il est. Oui, il est assez proche de The Enter. Il est assez immédiat. Donc, c'est toujours super pochette de notre pote dont j'ai déjà encore oublié le nom. Et pareil, je trouve easy listening un peu pour tout le monde. Tu peux le faire écouter, t'es pas. Alors après voilà, là on est vraiment. Je pense que là tu reconnais du Mastodon. Maintenant Mastodon ils ont leur pads, ils ont leur son. Soit t'aimes pas. Hein. Je vais pas te faire aimer Mastodon en faisant écouter un Power of Sen. Je pense pas que ça va marcher. Ceux qui ont adoré Rémission, je pense, n'ont pas aimé le précédent. Et puis celui-là, je sais pas s'ils vont l'accrocher. Mais moi, je le trouve vraiment, vraiment très bon. De toute façon, il y a plein d'écoles. Il y a l'école de ceux qui écoutent vraiment Rémission Léviathan et qui après trouvent que voilà. Ceux qui vont jusqu'à Crack the Sky parce que c'est le condensé de ce qu'ils savent faire. Et puis ceux qui continuent parce qu'ils aiment le groupe, quoi. Et l'école du micro d'argent aussi. Et l'école du micro d'argent. Et l'école des champions qui se trouve en Italie. Putain, j'en cherche un autre, j'ai pas trouvé. L'école des sorciers, bien sûr. L'école des sorciers, évidemment, Poudlard. Bon, et donc le dernier album en date, que attendre du prochain album, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu un petit EP. Il y a une sortie là. Alors c'est même pas un EP qui est sorti, c'est carrément. C'est un album. Une compilation, pas une compilation d'ailleurs, si, il y a un petit côté compile quand même. Oui, alors dessus on retrouve Orion qui était déjà sorti sur l'album Tribute à Metallica. Oui. Parce qu'il qu'on connaissait. Que moi je trouve pas bon. Ah moi je l'aime bien, mais j'adore Orion. Donc ça apporte rien au morceau vu qu'il le joue pareil. Déjà. Après il y a de la reprise qui sert pas à grand chose, on va pas se mentir. Oui, clairement. Et puis je crois qu'il y a 1 ou 2 titres, je sais pas s'il y a un inédit. Il y a un inédit, je crois qu'en plus c'est les meilleurs titres. Oui. Les meilleurs titres, c'est les leurs. Fallen Torches, c'est oui, si. Il y a en fait, il récupère des trucs un peu cons. Il y a un morceau qui s'appelle Cut You Up with a Linoleum Knife, qui est sur la BO d'un film d'animation qui s'appelle, attention, accroche-toi, Aqua Teen Hunger Force Colon Movie. Ouais. Et qui, je crois, parle de tube digestif et qui est avec un chant suraigu qui est horrible. T'as un morceau avec le mec des Butthole Surfers. Alors la pochette est magnifique, hein. Medium Rarity, toujours ouf, encore le même mec. Et t'as le morceau qui s'est fait pour Game of Thrones. Oui, tout à fait. White Walkers, t'as leur prise d'Orion, etc. Mais en effet, le meilleur morceau, c'est Fallen Torches, qui est un inédit. Et l'album s'appelle Medium Rarities, qui, à mon avis, veut dire rareté moyenne, et ça lui va bien, je trouve. Ouais. C'est un peu ça. Atlanta, c'est un duo aussi avec le mec de Battle Surfers. Je viens de le dire. Excuse-moi, je t'ai pas écouté en fait. Oui, comme d'hab. Oui, j'ai l'impression que c'est sorti un peu pour s'amuser ce truc-là. Parce que ça fait 3 ans qu'il n'y a rien et que le label a dû dire faut sortir un truc. Ouais. Je pense. Donc c'est incroyable que le meilleur morceau qu'il y a dessus, c'est quand même leur chanson qu'ils n'ont pas. Enfin, c'est Fallen Torches qui n'avait pas été
Bah, tant mieux. Qui n'était pas produit, enfin qui n'était pas sur album, quoi. Tant mieux, ça présage pour la suite. Tout à fait. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Mastodon ? Mastodon, ce qu'on peut dire, que avec le recul, franchement, c'est quand même, ça se pose là. Ça se pose. Mais on peut pas dire qu'ils ont fait un album merdeux. Il y a même un cas qui est un peu moins bien. À chaque fois, je trouve qu'il y a des perles sur les albums, qu'il y a vraiment un truc assez ouf, quoi. Je pourrais me faire un album d'ailleurs entier de chansons de Mastodon que je kiffe, et je pense qu'on arriverait à un best-of assez ouf. D'ailleurs, c'est la grande différence entre Metallica et eux, c'est qu'ils sont jamais allés dans l'ignoble, quoi. Mastodon, pour moi, c'est le groupe numéro 1 des années 2000. S'il y a un groupe qui illustre ce qu'est les années 2000, c'est la musique de Mastodon, qui est à la fois bordélique, compliquée, sous-accordée, mais catchy. C'est vraiment avec des pochettes, des artworks qui sont incroyables à chaque fois, des clips, des making-of que tu peux retrouver sur YouTube, un côté un peu accessible. Tu sens qu'ils maîtrisent un peu tout leur... Qui s'amusent, qui a le côté proche des gens, etc., tout en étant hyper conscient de la promo, quoi. Et c'est un groupe qui a vraiment tout compris. Et qui est arrivé à ce niveau-là en gardant cet esprit-là, en ayant autant tourné, en n'ayant pas de... Alors, je fais pas de passage à vide, je les connais pas personnellement, je peux pas te dire s'il y en a qui avaient envie de se buter sur la tournée. Hein, mais il n'y a pas eu de changement de personnel. Exactement. En fait, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est vraiment une réussite ce groupe. Alors, au début, quand c'est sorti, moi, je les voyais vraiment comme le Pink Floyd métal, tu vois, vraiment comme le Pink Floyd métal, quoi, tu vois, mais le Pink Floyd sludge, qui existe déjà. C'est un groupe qui s'appelle d'ailleurs, on les a vus, Sam, c'est toi, t'entends parler Zoroaster. Zoroaster, qui est carrément, quand tu la pochette, c'est eux en version les Doors, et puis c'est du carrément des Doors, je vous conseille Zoroaster. Oui, c'est surtout les Doors. Et qui viennent d'ailleurs du même bled, je crois qu'ils sont d'Atlanta aussi d'ailleurs. Et écoute, moi je suis assez pour finir sur les Zoroaster, qui est un groupe qui n'existe plus, je pense. Et putain, il s'appelait comment l'album Matador, je crois. Et le batteur est parti dans Weed Eater d'ailleurs. D'accord. Alors, oui, c'est. Enfin, le guitariste joue la batterie dans Weed Eater. Ouais, et l'album Matador de 2010, et putain, les 2010, il pourrait être dans notre projet. Il est super stable. Donc, et oui, ils sont d'Atlanta. Zoroaster. Tu vois, c'est la même clique. Incroyable le groupe aussi. Et donc Mastodon, on en avait parlé récemment. Récemment. Notre titre sur quels seront les prochains groupes. Oui. Récemment, il y a 10 ans. Voilà, tout à fait. Les prochains headliners de Festoche. Mastodon se pose là, et pour l'instant, Mastodon n'a pas fait. Je vais faire criser ça. Ne nous a pas fait une OPS, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis un peu dans tous les sens. Ils ont pas. Tu vois, c'est toujours. Moi, j'ai commencé entre le premier album et le dernier. Écoute, j'ai passé les bons moments. Moi, je parie sur Mastodon en grosse tête d'affiche du futur. Je pense que le prochain album risque d'avoir enfin une promotion parce que c'est pareil, sans vouloir m'acharner sur Rockard spécialement, mais eux, ils ont en général, ils arrivent surtout en ce moment, à faire des couvertures sur des groupes qu'ils mettent en avant. Il y a eu Ghost par exemple, et il y en a eu d'autres sur lesquels je suis plus d'accord. Pour le côté, il y a un moment, il faut aussi que ces groupes-là, ils aient leur couve et qu'on y croit. Exact. Et Mastodon, ils n'ont jamais eu de couve, et c'est quand même un truc que je comprends pas. C'est un groupe qui n'a pas la promo qui devrait en Europe, quoi. Alors qu'aux États-Unis, ils sont tous clairs là-dessus. Mais c'est le futur. T'as pas justement l'impression qu'il y a une espèce en Europe de côté méprisant pour Mastodon? Moi, je trouve qu'il y a un côté, moi, je trouve qu'on les respecte pas assez. Respectez-les. J'ai du mal à dire underrated, tu vois, parce qu'on le dit. C'est pas underrated, mais je trouve qu'ils sont pas respectés à la hauteur de ce qu'ils sont. Mais je suis d'accord. Et même par le Hellfest, même par tout ça. Si leur prochain album, ça peut être deux couilles magnifiquement dessinées, posées sur des fronts, avec des flammes et tout, avec le sigle Ray-Ban sur le côté. Mais en effet, je trouve qu'ils sont pas assez respectés. Tout à fait. Pour moi, il n'y a pas meilleur. Dans ce mélange de groupes respectables et groupes qui marchent. Donc il y a un moment,
Ouais, c'est l'équivalent de Nickelback, quoi. Alors, on va pour faire aussi un petit aparté, parce que dans Mastodon, ils ont fait. Une partie du groupe est partie monter un super groupe, et une autre partie du groupe est partie monter un autre super groupe. Ah ouais, bon. Alors, on peut en parler, mais est-ce que ces deux groupes sont nuls? Alors, moi, j'en ai un. Qui avait autant de talent. C'est clair. Et ils ont réussi à rien faire, c'est quand même improbable. C'est Legion of Segelman. Ouais, il y en a avec genre Paul Gasser de Clutch. J'ai pas su. Et les deux sont vraiment pas terribles, quoi. En tout cas, Segelman, c'est pourri, ouais. Donc c'est assez incroyable. Alors par contre, j'espère toujours avoir un espèce de plus qu'un guest de Neil Fallon avec Mastodon. J'aimerais bien avoir je sais pas, une collaboration entre les deux, parce que je trouve que les deux marchent bien ensemble. J'entends, mais Neil Fallon, il est un peu pas perdu pour la cause depuis 4-5 ans. Là. On verra bien. D'ailleurs, il cuisine maintenant. Il cuisine maintenant. Mastodon aussi, d'ailleurs, sur leur chaîne Instagram, tu peux les voir cuisiner leur plat préféré. Tout à fait. Sachant qu'il y a un des guitaristes qui ne mange que des burritos, constamment. C'est le seul truc qui l'intéresse. Et j'aurais fini avec une exclue. Je connais le nom d'un guest du prochain album de Mastodon. Je vous le livre là en exclu. C'est là que c'est Ice-T, ça me ferait marrer. Allez, indice, il joue dans Neurosis. Je crois que tu peux à peu près pas te gourer en disant qui il sera. Franchement. On prend pas beaucoup de risques. Et moi, franchement, je propose de finir avec une chanson de Zoroaster. Ben, ça m'a remis ça en tête. On peut faire découvrir et ça. Zoroaster, en plus, c'est un groupe morné, donc on n'a pas de pub à leur faire pour que quoi que ce soit, mais écoutez Zoroaster, l'album Matador est ouf, donc voilà, je vous laisse avec ça. Et gros bisous.
Et à dans 15 jours avec... putain. Bon, on en parlera dans 15 jours. Moi, je voulais finir avec Irruption dans la haine, mais c'est trop... On peut mixer les deux. Une note. Bon, et puis petit conseil pour toi et pour ceux qui écoutent encore. Reiza, la meuf de Brent Hinds sur Instagram, je vous conseille de la suivre. Parce que, elle est plutôt jolie, vraiment jolie. Ouais. Ah, il s'est bien démerdé. Puis, en fait, elle a une super vie de petite bourgeoise avec son chien, c'est assez sympa. C'est du pédalo sur le lac et tout. Pourquoi tu veux que je suive ce genre de truc ? Tout le temps en bikini, je te conseille. Voilà, elle s'appelle Reiza. Voilà. Je sais pas, moi, pourquoi tu le fais. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Allô, Mastodon ? Oui, c'est qui ? C'est Scott Kelly. Je suis dispo pour un petit featuring si tu veux. Ah, qu'elles sont jolies les filles de la Georgie. La. N'hésitez pas à m'appeler pour n'importe quel guest. Je vous fais le morceau, c'est bon. Je viens, je chante, c'est ce que vous voulez. Aïe. J'imagine trop que cette voix. Alors, c'est Scott Kelly. C'est Scott Kelly. Ils sont jolis tes micros, les nouveaux là. Ils sont pas nouveaux, mais. Oh, ils sont pas nouveaux. J'avoue, je les sors pas pour vous. Non, j'avoue, ils sont classe. Non, mais ils sont chics, mais ça a l'air pourri, mais ils sont chics. C'est des jolis. Ouais. Touti dou. Bon, écoute. Bon, t'enregistres en tout cas, Benjamin ? Ouais, ça tourne. Ah. C'est la tac. Tu ouvres ton fichier. 2 secondes. Benjamin, je voudrais une confirmation. Le dernier concert de VUV, qui s'avère être le premier également, il a eu lieu quand ? Au niveau de la date ? C'était en décembre, mais quel jour ? C'est important pour moi. Ouais, parce que j'ai un démenti officiel à faire auprès de tout le monde. Parce que... Non, mais il est probable que tu sois mon dernier concert avant confinement. Ah bon, pourquoi ? Parce que j'ai pas fait... T'étais pas à la Palm Death à Yet God ? C'était quand ça ? C'est le dernier concert qu'on ait tous fait. La Palm Death à Yet God, parce que c'était le dernier. Je te jure, on s'est confiné la semaine d'après. Ou 4 jours après. Bah, tu me demandes si j'étais là alors qu'on était ensemble. Ben oui, oui. Toi, c'est le 20 février ? Ah, mais c'est largement après, Yet God. Et Napalm Death. C'est notre dernier concert, sûr. 3 mars. Ah oui, alors. Sûr. Très bien, parfait. Alors là, très bien. Alors, je voudrais m'adresser à tous les Gwen Moreuil, Stéphane Loisel et compagnie qui se foutent de ma gueule depuis 10 mois en disant que mon dernier concert, c'était Sabaton. Depuis Sabaton, le 7 décembre, j'ai fait 2 concerts. J'ai fait VUV au Cirque Électrique, c'est comme ça que s'appelait la salle, je crois. Tu peux me le monter, s'il te plaît, dans le casque, parce que je n'entends pas beaucoup Mathieu. Et j'ai fait Yet God, Napalm Death et l'Index Miséreux. Oui, putain, j'y arrive pas. On dit vous. Ah, wou. Ah, donc j'ai vu les wou.
J'ai vu Woo et après j'ai vu. Ah, super, merci. Et après j'ai vu Ayat God et compagnie. Donc, arrêtez de m'emmerder avec Sabaton, ce n'est pas mon dernier concert. Je veux plus en entendre parler. Oui, mais ce sera ton dernier pour nous. Pour nous, ce sera le dernier. À jamais. Ouais. Donc c'était en mars, notre dernier concert, nous sommes en octobre. Tout à fait. Ça fait donc 10 moins 3, c'est facile, non 7. Ça fait donc 7 mois sans concert. Si on compte pas les 2 clochards cet été au marché. Ouais, bah ouais, c'est long. Putain, j'en peux plus. Moi aussi. Donc là, je reviens sur ce que j'ai dit, je suis prêt à voir les Deftones en concert. Ah, tu vois. J'en suis là. Les Deftones qui ont un bon riff dans leur dernier album. Non, l'album est vraiment mortel. J'aime beaucoup. La voix est insupportable. Non, c'est très bien. Tu n'es pas habitué à Chino. Non. Tu n'as pas ton côté... Moreno. Oui, voilà ton côté chicanos californien. Pour moi, un chino, c'est un pantalon de chill pour l'été, quoi. Mm-hmm. On est parti ? Oui. Là, c'est sûrement le moment où je vais envoyer le générique. Envoyons le générique. Des millions, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je te fais. Tu me fais Rico. Je te fais. Allô. Ah, qu'ils sont jolis. Je vais te faire. Allô, Mastodon. Tu vas répondre. Oui, c'est qui? C'est Scott Kelly. Je peux faire aller les featuring. La petite feature. Allô, Mastodon. Attends, il est parti, Benjamin. Putain, Benjamin est parti pisser. Ça tourne, vas-y. Depuis tout à l'heure, ça tourne. D'accord. Allô, Mastodon. Oui, c'est qui? C'est Scott Kelly.